Explorer ses blessures, c'est partir à la rencontre de soi avec une lampe torche et beaucoup de douceur. Cette exploration nécessite une approche particulière, empreinte de bienveillance et de compréhension. Il ne s'agit pas de pointer ce qui ne va pas, mais de comprendre d'où viennent nos fragilités, nos peurs et nos besoins affectifs. Cette approche se veut compréhensive plutôt que critique. Cette approche combine trois dimensions essentielles: la psychologie, la spiritualité et le développement personnel. Chacune apporte sa perspective unique pour comprendre nos fragilités et nos besoins affectifs. C'est un voyage entre la science de la psyché, la sagesse de l'âme et l'intuition du cœur. Cette navigation intérieure demande des outils appropriés et une direction claire. Cette approche peut tout changer si l'on ose s'y engager avec honnêteté et bienveillance. L'honnêteté nous permet de voir la réalité, tandis que la bienveillance nous donne la force de l'accepter et de la transformer. Cette exploration multidimensionnelle nous offre une compréhension profonde et complète de nos blessures intérieures, ouvrant la voie à une guérison authentique et durable. Face à la douleur émotionnelle, notre psyché développe des mécanismes de protection sophistiqués. L'ego, ce gardien intérieur, crée des masques pour nous protéger de la souffrance. Ces masques prennent différentes formes selon nos blessures. Le masque de la perfection nous pousse à être irréprochables. Le masque de la dureté nous rend insensibles. Le masque de l'humour détourne la douleur par la légèreté. Le perfectionnisme, par exemple, n'est souvent qu'une peur de l'indignité déguisée en standards élevés. C'est un mécanisme de défense qui nous protège du jugement et du rejet. Ces masques sont des mécanismes d'adaptation remarquables. Ils nous ont permis de survivre aux blessures de l'enfance, de continuer à fonctionner malgré la douleur émotionnelle. Mais en grandissant, ces masques protecteurs deviennent paradoxalement des prisons. Ils nous éloignent de notre authenticité, de nos vrais besoins et de nos émotions véritables. Derrière chaque masque se cache un être vulnérable, authentique, qui aspire à être vu, entendu et aimé pour ce qu'il est vraiment. Cette partie de nous n'a jamais cessé d'exister. Reconnaître ces masques est la première étape vers la guérison. Il s'agit de comprendre avec compassion comment nous nous sommes protégés, tout en nous autorisant à retrouver notre véritable essence. La blessure du rejet est l'une des plus profondes blessures de l'âme. Elle touche à l'essence même de notre existence et de notre sentiment d'appartenance au monde. Ceux qui souffrent de cette blessure se sentent de trop, inexistants, transparents. Ils ont l'impression que leur présence n'a pas d'importance et qu'ils pourraient disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Cette blessure se manifeste par une hypersensibilité aux signes de rejet. Le moindre signe de distance, de désapprobation ou d'indifférence peut déclencher un sentiment d'alerte intérieure intense. Les personnes blessées par le rejet ont une difficulté profonde à se positionner et à prendre leur place. Elles doutent constamment de leur valeur et de leur droit d'exister pleinement. Face à cette douleur, ces personnes développent souvent un mécanisme de protection, le retrait intérieur. Elles s'isolent émotionnellement pour éviter de nouvelles blessures. Paradoxalement, ces personnes finissent par se rejeter elles-mêmes avant que les autres ne le fassent. Elles vivent dans une sorte de transparence émotionnelle, comme si elles n'avaient pas le droit d'occuper l'espace. Cette blessure du rejet crée un cercle vicieux. Plus la personne se retire, plus elle se sent rejetée et plus elle se rejette elle-même. Comprendre ce mécanisme est la première étape vers la guérison. Face à la douleur primitive du rejet, l'âme blessée développe un mécanisme de protection sophistiqué, le masque du fuyant. Cette stratégie de survie émotionnelle transforme la personne en un être discret, presque invisible, qui préfère l'ombre à la lumière des relations authentiques. La personne qui porte le masque du fuyant adopte une posture de retrait systématique. Elle se fait discrète, évite soigneusement les confrontations et fuit tout engagement affectif qui pourrait la rendre vulnérable. Cette discrétion devient sa seconde nature, une armure invisible qui la protège du regard des autres. Ce comportement s'inscrit dans un cycle d'évitement émotionnel complexe. Face à un déclencheur relationnel, la personne perçoit immédiatement une menace potentielle de rejet. Son réflexe automatique est alors de fuir,
d'éviter le contact, ce qui lui procure un soulagement temporaire, mais renforce paradoxalement sa tendance à l'isolement. La logique du fuyant semble imparable. Mieux vaut ne pas s'attacher, ne pas être vu, que de risquer d'être rejeté à nouveau. Cette philosophie de vie devient un mur invisible entre la personne et le monde relationnel. Chaque interaction potentielle est perçue comme un danger, chaque ouverture comme une vulnérabilité inacceptable. Mais voici le paradoxe cruel de cette stratégie. Cette fuite systématique crée une solitude immense qui ravive précisément la blessure qu'on cherche à éviter. En se protégeant du rejet, le fuyant se condamne à l'isolement, confirmant ainsi sa croyance profonde qu'il n'est pas digne d'être aimé. Un cercle vicieux implacable se met en place. Plus la personne fuit les relations, plus elle se sent rejetée et isolée. Plus elle se sent rejetée, plus elle renforce ses mécanismes de fuite. Ce cycle auto-entretenu devient une prison émotionnelle dont il semble impossible de s'échapper. Ainsi se dessine le portrait du fuyant. Un être qui a transformé sa douleur en stratégie de survie, mais qui se retrouve prisonnier de sa propre protection. Ce masque, forgé dans la souffrance du rejet, devient un cercle douloureux, silencieux, mais terriblement tenace, qui maintient la personne dans l'isolement qu'elle redoute le plus. Guérir la blessure du rejet est un voyage profond vers la reconnaissance de soi. C'est un processus délicat qui demande patience et bienveillance envers soi-même. La première étape consiste à réapprendre à se reconnaître soi-même. Cela commence par un regard d'amour posé sur son histoire personnelle et sur ses ressentis les plus profonds. Il s'agit ensuite d'apprivoiser sa propre présence. Cela signifie apprendre à habiter son corps, à occuper l'espace qui nous revient de droit, sans chercher à se faire petit ou invisible. S'autoriser à exister pleinement, sans se cacher, représente un acte de courage profond. C'est accepter de montrer qui nous sommes vraiment, avec nos forces et nos vulnérabilités. Le travail sur l'ancrage et l'estime de soi constitue le fondement de cette guérison. Comme un arbre qui développe ses racines pour mieux s'élever, nous devons cultiver notre stabilité intérieure. Petit à petit, en travaillant avec patience et bienveillance, la blessure s'apaise. Ce processus graduel permet de découvrir une vérité fondamentale. Nous avons toujours eu le droit d'exister. La révélation la plus profonde de cette guérison est de comprendre que nous devions d'abord nous donner à nous-mêmes ce droit d'exister. C'est un acte d'amour-propre qui transforme notre rapport au monde. La blessure de l'abandon représente l'une des douleurs les plus profondes de l'âme humaine. Elle laisse derrière elle un sentiment de vide déchirant qui influence profondément nos relations et notre rapport à nous-mêmes. Cette blessure se manifeste par une peur viscérale d'être laissé seul, oublié, délaissé. Elle crée un vide intérieur que la personne tente désespérément de combler par la présence constante de l'autre. Le cœur de celui qui souffre d'abandon bat littéralement au rythme de l'autre. Si l'autre est présent, tout va bien. Mais dès qu'il s'éloigne, c'est la panique qui s'installe, révélant une dépendance émotionnelle profonde. L'angoisse de solitude n'est pas anodine chez ces personnes. Elle est profonde, viscérale et peut déclencher des réactions physiques intenses. Cette peur primitive remonte souvent aux premières expériences d'abandon dans l'enfance. Cette blessure conduit souvent à rechercher l'autre avec une intensité qui peut fatiguer et parfois étouffer. Cette quête désespérée exprime avant tout un besoin d'amour resté en suspens depuis l'enfance. La codépendance devient alors un mécanisme de survie. La personne abandonnée développe des patterns relationnels où elle s'adapte constamment aux besoins de l'autre, perdant progressivement contact avec ses propres besoins et désirs. Cette blessure d'abandon révèle un besoin d'amour authentique qui n'a jamais été pleinement satisfait. Comprendre cette dynamique est le premier pas vers la guérison et la reconstruction d'une relation saine avec soi-même et avec les autres. Face à la peur profonde de l'abandon, l'âme blessée développe un mécanisme de protection particulier, le masque du dépendant. Ce masque cache une souffrance immense derrière des comportements d'attachement excessifs. Pour apaiser cette peur de l'abandon, la personne développe une dépendance affective profonde. Elle s'accroche désespérément à l'autre,
s'adapte constamment à ses besoins et donne tout d'elle-même, parfois même au détriment de ses propres besoins fondamentaux. Dans cette quête désespérée d'amour et d'acceptation, la personne dépendante sacrifie progressivement ses propres besoins. Son développement personnel, ses amitiés, ses passions, tout passe au second plan pour maintenir la relation à tout prix. Le masque du dépendant transforme chaque interaction en test de survie émotionnelle. Le moindre signe de distance de la part de l'autre, un retard, un silence, un regard différent, est immédiatement interprété comme un signe d'abandon imminent. Face à cette menace perçue, la personne redouble d'efforts pour mériter d'être aimée. Elle devient encore plus attentionnée, plus disponible, plus sacrificielle. Mais cet attachement excessif crée souvent l'effet inverse. L'autre se sent étouffé et s'éloigne davantage. Ainsi se crée un paradoxe cruel. Plus la personne s'accroche par peur de perdre l'autre, plus elle crée les conditions de cet éloignement. L'attachement devient une prison pour les deux partenaires, et la blessure d'abandon se réactive continuellement, alimentant un cycle sans fin. Comprendre le masque du dépendant, c'est reconnaître que derrière ces comportements d'attachement excessif se cache une blessure profonde. Ce n'est pas de l'amour véritable, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. Prendre conscience de ce processus est le premier pas vers la guérison et vers des relations plus authentiques. La blessure de l'humiliation est l'une des plus profondes et des plus destructrices parmi les 5 blessures de l'âme. Elle s'installe silencieusement dans l'enfance et laisse des traces durables sur notre rapport à nous-mêmes. Cette blessure naît souvent très tôt, lorsqu'un enfant est rabaissé, moqué ou culpabilisé pour des besoins qui sont pourtant naturels et légitimes. L'enfant apprend alors que son existence même dérange. L'enfant développe alors une profonde honte d'exister dans son corps, dans ses désirs, dans sa spontanéité. Il apprend à se faire tout petit, à ne pas déranger, à se faire passer après les autres. À l'âge adulte, cette blessure se traduit par un sentiment profond d'indignité. La personne se dit « je ne mérite pas le bonheur, je dois me punir pour mes envies, je suis trop encombrant ». La honte n'est pas bruyante comme la colère. Elle est sourde, collante, insidieuse. Elle s'infiltre dans tous les aspects de la vie et devient un véritable poison intérieur si elle n'est pas mise en lumière. Cette blessure affecte profondément l'estime de soi et la capacité à recevoir l'amour. La personne humiliée a appris à se dévaloriser constamment et à rejeter ce qui pourrait lui faire du bien. Reconnaître cette blessure est le premier pas vers la guérison. La honte prospère dans l'ombre, mais elle perd de son pouvoir lorsqu'elle est nommée et comprise avec compassion. Le masque du masochiste représente l'une des stratégies de protection les plus douloureuses face à la blessure de l'humiliation. Cette personne développe un comportement de sacrifice constant pour éviter d'être rejetée ou humiliée à nouveau. La personne qui porte ce masque se met constamment au service des autres, parfois jusqu'à l'épuisement total. Elle donne sans compter, accepte des situations inacceptables et place systématiquement les besoins d'autrui avant les siens. Un mécanisme de défense particulièrement révélateur est la tendance à rire de soi avant que les autres ne le fassent. Cette autodérision préventive vise à désamorcer les moqueries potentielles et à garder un semblant de contrôle sur l'humiliation. Ce masque est particulièrement douloureux car il naît d'une croyance profonde, celle de devoir être utile pour mériter l'amour. La personne masochiste pense qu'elle n'a de valeur que par ce qu'elle apporte aux autres, jamais simplement pour ce qu'elle est. Derrière cette générosité apparente se cache une douleur profonde, celle de ne pas se sentir digne d'être aimé simplement pour ce que l'on est. Cette personne s'oublie totalement dans le don, perdant progressivement contact avec ses propres besoins et désirs. Le masque du masochiste est donc un piège subtil. En cherchant à éviter l'humiliation par le don de soi, la personne s'humilie elle-même en niant sa propre valeur intrinsèque. Elle devient prisonnière d'un cycle où elle doit constamment prouver qu'elle mérite l'amour par ses actions plutôt que par son être. Guérir la blessure de l'humiliation commence par un acte fondamental, se reconnecter à sa propre valeur intrinsèque. Cette valeur n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de nos performances ou de l'approbation des autres.
Le processus de guérison implique de reprendre possession de 3 aspects fondamentaux de notre être: notre corps, nos besoins authentiques et notre voix intérieure. Trop longtemps, nous avons peut-être négligé ces dimensions essentielles de notre identité. 2 apprentissages cruciaux marquent cette guérison: s'autoriser à recevoir sans culpabilité et apprendre à dire non sans craindre de décevoir. Ces 2 capacités sont intimement liées à notre sentiment de mériter l'amour et le respect. L'aspect le plus transformateur de cette guérison réside dans la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Remplacer la voix critique intérieure par un dialogue empreint de douceur, de respect et d'amour constitue un véritable acte révolutionnaire. La dignité ne se mendie pas, elle se retrouve. Ce processus demande le courage de se regarder avec vérité et tendresse. C'est un acte d'amour envers soi-même qui ouvre la voie à une transformation profonde et durable. Ce travail intérieur profond ouvre naturellement la voie à des relations plus équilibrées et authentiques. En cultivant un amour de soi plus enraciné, nous créons l'espace nécessaire pour des connexions humaines basées sur le respect mutuel et la reconnaissance de notre valeur partagée. Face à la peur de la trahison, l'âme développe un mécanisme de défense puissant, le masque du contrôlant. Cette protection psychologique transforme la vulnérabilité en apparente force. Mais à quel prix? Le contrôlant adopte une stratégie de survie claire: rester toujours en position de force. Cette posture défensive lui permet de garder le dessus dans toutes les situations, créant une illusion de sécurité face à la menace de la trahison. Cette position de force se manifeste par des comportements caractéristiques. L'exigence devient la norme, la dureté remplace la compassion et toute forme de faiblesse devient intolérable. Le contrôlant impose ses standards élevés à lui-même et aux autres. Au cœur de ce masque se trouve une loyauté absolue, transformée en dogme inflexible. Pour le contrôlant, la loyauté n'est pas négociable. Elle devient un test permanent de la fiabilité d'autrui. Toute faille, même minime, est perçue comme une menace existentielle. Cependant, ce masque protecteur devient rapidement épuisant. Le contrôlant s'enferme dans une prison dorée de ses propres exigences. La vigilance constante, la méfiance systématique et la rigidité relationnelle créent un état de tension permanent qui use l'énergie vitale. L'impact le plus tragique de ce masque réside dans son effet sur les relations humaines. En imposant un contrôle rigide et une loyauté absolue, le contrôlant empêche l'épanouissement naturel des liens affectifs. Les relations deviennent des contrats stricts plutôt que des espaces de croissance mutuelle et d'authenticité. Ainsi, le masque du contrôlant, né d'une blessure de trahison, devient lui-même source de souffrance. Cette armure protectrice se transforme en prison, isolant la personne de la connexion authentique qu'elle recherche désespérément. Reconnaître ce masque est le premier pas vers une libération possible. La blessure d'injustice représente l'une des 5 blessures fondamentales de l'âme. Elle naît d'un sentiment profond d'être nié dans sa valeur intrinsèque et dans la reconnaissance de ses efforts. Cette blessure trouve ses racines dans l'enfance, souvent dans un contexte familial ou scolaire où l'enfant a ressenti un profond manque de reconnaissance. Il a pu être traité avec dureté, constamment comparé aux autres ou jugé selon des critères impossibles à atteindre. Les manifestations psychologiques de cette blessure sont profondes et durables. La personne développe une impression constante de ne jamais être à la hauteur, accompagnée d'un besoin compulsif de prouver sa valeur à travers la perfection et la performance. Sur le plan comportemental, cette blessure se manifeste par une exigence excessive, tant envers soi-même qu'envers autrui. La personne éprouve des difficultés à exprimer ses émotions authentiques et maintient un contrôle strict pour éviter de se sentir vulnérable ou exposé au jugement. L'impact de cette blessure sur les relations interpersonnelles et l'estime de soi est considérable. Les relations deviennent tendues par des attentes irréalistes et des jugements sévères. L'estime de soi devient entièrement conditionnelle, dépendante de la performance et de la reconnaissance externe, créant un épuisement émotionnel constant. Comprendre la blessure d'injustice, c'est reconnaître qu'elle révèle un besoin fondamental et légitime de reconnaissance et de validation.
Cette prise de conscience constitue le premier pas vers un processus de guérison qui permettra de se réconcilier avec sa propre valeur intrinsèque. Le masque du rigide représente l'une des défenses psychologiques les plus sophistiquées. Face à la blessure de l'injustice, l'âme se forge une armure de perfectionnisme et de contrôle. Cette armure se manifeste par une exigence constante de cohérence, d'ordre et de précision. Chaque détail doit être parfait, chaque action mesurée et contrôlée. L'émotion est systématiquement refoulée, perçue comme une faiblesse dangereuse qui pourrait compromettre la maîtrise de soi. Cette répression émotionnelle devient un mécanisme automatique. Mais derrière cette façade rigide se cache souvent une grande sensibilité et une immense soif de justice. La personne rigide porte en elle un idéal élevé et une quête profonde de reconnaissance. Cette constante exigence envers soi-même génère une profonde fatigue. Toujours devoir être fort, juste et irréprochable représente un fardeau épuisant qui consume l'énergie vitale. Le masque du rigide, bien qu'il offre une protection temporaire, devient progressivement une prison dorée. Il empêche l'expression authentique de soi et maintient la personne dans un état de tension permanente. Nos blessures d'âme ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais elles laissent des traces profondes dans la façon dont nous nous relions aux autres. Ces empreintes invisibles se manifestent à travers des schémas répétitifs qui gouvernent nos relations. Comme un iceberg, nos comportements relationnels ont une partie visible et une partie cachée bien plus importante. Ce que nous voyons en surface, nos actions, nos réactions, ne représentent qu'une petite fraction de ce qui se joue réellement. Les schémas répétitifs se manifestent de plusieurs façons dans nos relations. Premièrement, nous sommes souvent attirés par le même type de personnes, reproduisant inconsciemment des dynamiques familières, mais parfois toxiques. Deuxièmement, nous vivons des conflits récurrents. Les mêmes disputes, les mêmes malentendus, les mêmes points de friction qui reviennent encore et encore, comme si nous étions pris dans une boucle temporelle. Troisièmement, nous pratiquons l'auto-sabotage. Juste au moment où une relation pourrait s'épanouir, nous trouvons des moyens conscients ou inconscients de la compromettre, reproduisant ainsi nos schémas de blessure. Ces schémas ne sont pas le fruit du hasard. Ils constituent un langage que notre inconscient utilise pour nous transmettre des messages importants sur nos blessures non guéries. Chaque répétition est une invitation à regarder plus profondément. Observer ces schémas demande du courage et de l'honnêteté envers soi-même. Il s'agit de prendre du recul sur nos relations passées et présentes, d'identifier les patterns récurrents sans jugement, avec bienveillance. Comprendre ces schémas représente déjà un pas immense vers la liberté. Car une fois que nous prenons conscience de nos patterns répétitifs, nous pouvons commencer à faire des choix différents, à briser les cycles qui nous limitent. Nos blessures d'âme ne restent pas silencieuses. Elles nous parlent constamment à travers un langage subtil mais puissant, celui de nos émotions et de notre corps. Une tristesse qui surgit sans raison apparente, une colère qui semble disproportionnée face à la situation, une angoisse inexpliquée qui nous serre la poitrine. Ces émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagères à écouter. Notre corps, lui aussi, possède sa propre sagesse. Il traduit nos blessures émotionnelles en signaux physiques. Maux de tête chroniques, tensions dans les épaules, fatigue inexpliquée, troubles digestifs. Chaque symptôme porte en lui une information précieuse sur notre état intérieur. L'art d'écouter ces messages réside dans l'absence de jugement. Il ne s'agit pas de critiquer nos émotions ou de les rejeter, mais de les accueillir avec bienveillance. Chaque émotion, même la plus dérangeante, porte en elle une vérité sur nos besoins profonds. En prêtant attention à ces signaux subtils, nous entrons en dialogue authentique avec nous-mêmes. Ce dialogue intérieur, nourri d'écoute et de compassion, devient le terreau fertile où peut germer une véritable guérison. Nos émotions et notre corps sont nos alliés les plus fidèles dans ce voyage vers la guérison. Ils nous offrent une boussole intérieure, nous guidant vers les blessures qui demandent notre attention et notre amour. Dans ce dialogue patient et bienveillant avec nous-mêmes peut naître une transformation profonde et durable. Ces blessures de l'âme ne sont pas de simples souvenirs du passé. Elles continuent d'agir en nous, façonnant silencieusement chaque aspect de notre existence présente.
Elles façonnent nos pensées automatiques, influencent nos comportements quotidiens, déterminent la qualité de nos relations et orientent nos décisions les plus importantes. Ces blessures créent en nous un climat intérieur toxique qui se manifeste par un stress chronique, une fatigue inexpliquée et diverses somatisations. L'impact sur notre santé physique est considérable. Le stress généré par ces blessures non guéries affecte tous les systèmes de notre corps. Les manifestations psychologiques sont tout aussi préoccupantes. L'anxiété, le burn-out et la dépression peuvent tous être liés à ces blessures émotionnelles non résolues. Les somatisations représentent un phénomène particulièrement révélateur. Notre corps exprime ce que notre esprit ne parvient pas à traiter. Ces blessures créent un cercle vicieux. Plus elles restent non guéries, plus elles génèrent de stress et de souffrance, qui à leur tour renforcent les blessures originelles. C'est pourquoi la guérison de ces blessures devient vitale. Elle nous permet de briser ce cycle destructeur et de retrouver un équilibre authentique entre notre corps et notre esprit. La guérison des blessures de l'âme suit un processus en 3 étapes fondamentales. Chaque étape demande du courage, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. La première étape, la plus délicate, est celle de l'accueil. Accueillir, c'est ne plus fuir. C'est reconnaître qu'il y a en nous des zones de douleur qui demandent à être vues, entendues, honorées. Derrière chaque blessure, il y a un enfant qui a eu peur, qui s'est senti seul, rejeté, abandonné, humilié, incompris. Guérir, c'est retourner auprès de cet enfant avec l'amour et la sécurité qu'il n'a pas reçu à ce moment-là. Guérir ces blessures, c'est aussi réapprendre à être vrai, à dire ce qu'on ressent, à poser ses limites, à s'autoriser à être imparfait. C'est retrouver son authenticité et sa liberté d'être. Ce processus de guérison n'est pas linéaire. Il demande du temps, de la patience et beaucoup de compassion envers soi-même. Chaque étape nous rapproche de notre véritable essence et de notre liberté intérieure.